Novorossiya, la nouvelle Russie. Tel est le nom du plan élaboré par Poutine et ses conseillers pour croquer un morceau d'Ukraine. Car, c'est en tout cas l'opinion de M. X, les agissements de la Russie dans l'Est et le Sud de cette ancienne république soviétique ne doivent rien au hasard ni aux errements de la politique ukrainienne. En réalité, le Kremlin applique un plan minutieusement préparé. Il se propose d'en donner le détail. Auparavant, il revient sur les derniers développements d'un conflit qui, selon les estimations les plus optimistes, a déjà causé la mort de plus de 5000 personnes et provoqué le déplacement de plus de centaines de milliers d'Ukrainiens. Il s'agit donc d'une véritable guerre au cœur même de l'Europe et qui aboutirait, si Poutine réalise son dessein, à redessiner des frontières à l'intérieur de notre continent pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour autant, et sans vouloir absoudre Vladimir Poutine, il faut remarquer que les territoires convoités par la Russie, essentiellement au sud-est de l'Ukraine, n'ont été attribués à ce dernier pays par le pouvoir bolchevique qu'au début des années 20, alors qu'ils avaient été conquis par les tsars 2 siècles plus tôt, à commencer par la Crimée. Bref, Poutine ambitionnerait de ressusciter l'Empire russe. Dans un instant, l'analyse et les révélations de M. X. Poutine n'a pas choisi au hasard ce nom, Novorossiya. C'est le nom donné à son projet pour l'Ukraine. Oui, alors c'est un terme créé à l'époque des tsars lorsqu'ils ont colonisé au XVIIIe siècle la partie méridionale de l'Ukraine actuelle. À l'époque, il s'agissait non seulement de conquérir de nouveaux territoires, mais aussi de s'assurer un accès à la mer Noire. Ouais, l'ouverture vers les mers chaudes. C'est ça, une donnée permanente de la politique impériale russe. Or, les Russes, à cause des invasions tataro-mongoles, étaient coupés de la mer Noire. C'est pourquoi, à l'initiative de la grande Catherine II, la Russie a annexé des territoires ottomans, dont le canal de Crimée. Et on leur a donné le nom de Novorossiya, Nouvelle-Russie. Exactement. Ouais. D'autre part, et les nationalistes russes ne se font pas faute de le rappeler, à l'époque des tsars, des villes telles que Kharkov, Donetsk, Nikolaïev, Odessa ne faisaient pas partie de l'Ukraine. C'était russe alors? Oui. Et elles n'ont été rattachées à l'Ukraine que dans les années 20 par le pouvoir soviétique. Enfin, faut pas oublier, même si je n'entre pas dans les détails, que ces mêmes Russes soutiennent que les origines de leur patrie se situent à Kiev. Ouais, la Rousse, c'est-à-dire la principauté de Kiev. Kiev, capitale de la Russie au Moyen-Âge. Bon, inutile d'insister, même si dans la crise actuelle, Poutine et les idéologues de la vieille Russie usent avec habileté et cynisme de ces références historiques. Autre donnée essentielle, la fin d'un autre empire. L'empire soviétique. Et Poutine n'a jamais caché que pour lui, cet événement avait été une catastrophe. Parce que ça s'était traduit d'abord par un abaissement de la Russie. Et il ne fait nul doute qu'il considère que sa mission, depuis qu'il est installé au Kremlin, est de reconstruire la puissance russe, à commencer par éviter que des pays comme l'Ukraine, traditionnellement soumis à l'influence russe, ne basculent dans le camp occidental. Ouais, et en créant un nouveau bloc, une union eurasienne. Qui serait à l'Est le pendant de l'Union européenne, c'est-à-dire le rassemblement sous sa houlette des peuples slaves et turcophones. Au fond, ça serait la reconstruction de l'ex-empire soviétique? À quelques exceptions près, en effet. Alors, pour mieux comprendre, et sans remonter trop loin, voyons l'évolution des rapports entre l'Ukraine et la Russie. La date importante, c'est 2004. Cette année-là, en Ukraine, Viktor Yanukovych remporte l'élection présidentielle. Oui, mais elle est jugée frauduleuse. Et ça va déboucher sur ce que l'on a appelé la révolution orange, conduite par Viktor Yurtchenko et Yulia Tymoshenko. Ouais, tous deux libéraux et pro-occidentaux. Et leur victoire dans les urnes met en lumière la fracture électorale entre l'Est et l'Ouest de l'Ukraine. Ouais, L'Est pro-russe, tandis qu'à l'Ouest, on voudrait se rapprocher de l'Union européenne. Même s'il ne faut pas simplifier à l'excès. On a par exemple prétendu que cette fracture était aussi linguistique. Or, c'est méconnaître que l'Ukraine a toujours été un pays quasi bilingue. À l'Est, où on est généralement russophile, on parle aussi l'ukrainien. Non, la réalité, c'est qu'on a fait à tort de cette question linguistique un symbole. Mais aussi le fait que dans la population ukrainienne, il y a de nombreux citoyens qui sont d'origine russe. C'est vrai.
un peu moins d'1/5 de la population, majoritairement installée dans la partie est du pays et en Crimée. Oui. Alors la Crimée, c'est un enjeu stratégique pour Moscou. Et qui a toujours traditionnellement entretenu une importante base navale. Pour son escadre méditerranéenne. Et jusqu'à la récente annexion de la Crimée par la Russie, un accord entre les deux gouvernements garantissait le maintien de cette flotte à Sébastopol. Enfin, dernier point qu'il faut prendre en compte, c'est la dépendance énergétique de l'Ukraine par rapport à la Russie. Le gaz. Et on en reparlera, car ce levier a été utilisé à de nombreuses reprises par Moscou pour faire pression sur Kiev. Autre donnée qu'il ne faut pas négliger. De même qu'on a un peu trop facilement divisé le pays entre russophones et ukrainophones, il est aussi réducteur de séparer le pays en deux blocs. Il y a pourtant de grandes différences entre l'Est et l'Ouest. C'est vrai. La partie ouest, autrefois découpée entre la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Russie, a connu une influence occidentale, même si pendant 150 ans, elle a appartenu à l'Empire russe. À l'Est, et ne retenons que le Donbass, il en est allé tout autrement. Oui, le Donbass, c'est d'abord un bassin charbonnier. Qui est le prolongement du gisement russe. Développé à partir de la fin du XIXe siècle, on y a observé une urbanisation quasi continue, dont le débouché industriel est le port de Marioupol, qui abrite encore de nos jours les grandes usines métallurgiques du pays. On y trouve donc des réserves de charbon considérables. Mais le secteur est miné par la corruption. Alors, s'il est vrai que le peuplement récent est majoritairement russophone, il n'est pas pour autant pro-russe, ou plutôt, il ne l'était pas, car les derniers événements ont changé la donne. Oui, dans le sens pro-russe. Naturellement. Et on y a noté une hostilité envers Kiev après la révolution orange. D'autant plus que la crise d'adaptation subie par l'industrie lourde entraînait une dégradation des conditions de vie et réveillait une nostalgie pour l'époque soviétique, synonyme de prospérité. Et puis il y a Yanukovych, parrain politique de la région. Et victime de cette révolution orange. Mais en 2010, Yanukovych prend sa revanche. Il revient à la tête du pays dans une Ukraine affaiblie par la crise financière, les lourdes factures gazières et la corruption. Ce qui ne l'empêche pas d'être courtisé par ses voisins et partenaires commerciaux. Oui, à l'ouest comme à l'est. Oui. À l'ouest, l'Union européenne, qui a aujourd'hui des frontières communes avec l'Ukraine, envisage de l'intégrer dans son partenariat oriental. Un projet qui concerne plusieurs autres anciennes républiques soviétiques, la Biélorussie, la Moldavie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie ou encore l'Arménie. La constitution d'un nouvel ensemble économique associé à l'Europe, alors. Mais à l'Est, Vladimir Poutine, qui ne rêve que de reconstruire l'ère de domination russe, entend faire de l'Ukraine une pièce maîtresse de son union douanière, la préfiguration de l'Union eurasienne que vous évoquiez vous-même, et qui comprendrait, outre l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Biélorussie. La position du Kremlin peut alors se résumer en 3 points, qui ne sont pas négociables. Premièrement, il n'est pas question de laisser l'Ukraine libre de conclure un accord commercial avec l'Union européenne. Deuxièmement, Kiev ne peut pas sortir de la zone d'influence russe. Et troisièmement, l'Ukraine doit être maintenue dans une vassalité héritée à la fois de l'histoire et de la géographie. Le Kremlin est d'autant plus intransigeant qu'il sait que l'Occident n'engagera pas la guerre pour l'Ukraine et que, pour éviter toute provocation, il refusera même de lui ouvrir les portes de l'OTAN. Alors face à ces deux projets concurrents, européens et russes, quelle est la position ukrainienne ? Yanukovych jongle entre les deux. C'est-à-dire qu'il se refuse à trancher. Même si son histoire personnelle et ses origines, il a fait sa carrière politique dans l'Est, font qu'il a tendance à prêter une oreille plus attentive aux propositions de Moscou, d'autant que les pressions du Kremlin sont très fortes. Il y a non seulement cette question du gaz, mais aussi la dépendance économique de l'Ukraine. Si la Russie bloque les exportations ukrainiennes à ses frontières, c'est la catastrophe. Donc Yanukovych penche à l'Est, si j'ose dire. Oui, et en novembre 2013, le président ukrainien annonce brusquement l'arrêt des négociations avec Bruxelles et choisit de se rapprocher de la Russie. Il provoque ainsi la colère de la partie pro-européenne des Ukrainiens qui se sentent trahis et commencent à occuper la place de l'indépendance de Kiev. Le Maïdan, face à cette contestation, le pouvoir choisit la répression. Et ça a pour effet de radicaliser le mouvement et surtout de faire en sorte qu'il gagne d'autres régions, surtout à l'ouest, évidemment.
Mais avant d'aller plus loin et d'en venir au développement plus récent de la crise, une réflexion. D'une manière générale, l'Occident a fait preuve d'un véritable aveuglement. Mais expliquez. Ça remonte à l'époque de la chute du mur de Berlin en 1989, puis de l'implosion de l'Empire soviétique en 1991. Rappelez-vous, beaucoup se sont alors dit que la Russie était durablement affaiblie. Ouais. Un chercheur américain a même parlé abusivement de la fin de l'histoire. Ouais, c'était une lecture trop optimiste de la fin de la guerre froide et de l'insertion probable de la Russie dans le concert des nations démocratiques. Et c'est vrai, au moins jusqu'à l'arrivée de Poutine au pouvoir, qu'on a pu avoir ce sentiment. J'ajoute aussi que l'Occident a fait preuve d'un sentiment de supériorité qui a été très mal vécu par les Russes, communistes ou pas, déjà humiliés par le dépaissement de leur empire. Alors, qu'est-ce qui a changé, selon vous, avec l'arrivée de Poutine ? Ça n'a pas été immédiat, même si on a pu observer quelques signes avant-coureurs. En Tchétchénie ou dans les autres pays caucasiens, par exemple. Mais dès 2007, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, on entend un discours très offensif de Poutine qui délivre une vision expansionniste de son pays. Puis l'année suivante, c'est l'intervention russe en Géorgie. Et la quasi-annexion de 2 régions géorgiennes, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Ce qui n'entraîne pas de véritable protestation des capitales occidentales. Au contraire, la France et l'Allemagne rassurent la Russie en lui promettant qu'il sera mis fin à l'élargissement de l'OTAN à l'Est, tout en négociant des accords d'association avec les pays voisins de la Russie, sans même réaliser la particularité de l'Ukraine pour Moscou. Tandis que, de leur côté, les États-Unis proposent à Poutine de relancer les relations bilatérales sur de nouvelles bases. Ouais, bref, c'est la lune de miel, quoi. Très brève. En 2012, Poutine, réélu pour la 3e fois, se lance dans une coûteuse modernisation des forces armées russes. Puis, à l'été et au début de l'automne 2013, on observe des signaux inquiétants. Mais quoi ? Moscou multiplie les mesures de rétorsion commerciale à l'égard des pays voisins. Ces pays qui négocient avec l'Europe. Oui, et en septembre, Moscou dévoile alors ses intentions. Et c'est un coup de tonnerre lourd de menaces dans le ciel européen. Analyse de la politique poutinienne par une journaliste du Monde, Sylvie Kaufmann, en avril 2015. Le défi russe est essentiellement l'aboutissement de 15 ans de règne de Vladimir Poutine sur un pays qui a perdu la guerre froide et de la maturation d'une idée politique, celle du monde russe, Rousski Mir. En se faisant élire une 3e fois en 2012, Poutine met en œuvre une stratégie de rétablissement de la puissance russe dans une sphère qui ne correspond pas à celle que lui a assignée l'ordre issu de la fin de la guerre froide avec la libération des pays d'Europe centrale en 1989, la réunification de l'Allemagne, puis l'effondrement de l'URSS en décembre 1991. 2 décennies plus tard, alors que les Occidentaux considèrent ce nouvel ordre comme accepté par tout le monde, M. Poutine crie « Pousse, je ne joue plus !» et s'oppose à ce qu'un pays de plus, l'Ukraine, rejoigne le camp occidental. Pour lui, l'Ukraine fait partie du monde russe. Et pour montrer qu'il ne plaisante pas, la Russie en annexe une partie et en envahit une autre. Alors ce coup de tonnerre... Lors d'une conférence à Yalta, un conseiller de Poutine, Glaziev, avertit le pouvoir ukrainien se trompe gravement s'il croit qu'on laissera passer la signature d'un accord de partenariat avec l'Europe sans réagir. C'est une menace, hein ? C'est clair. Et pour bien se faire comprendre, ce même conseiller évoque la possibilité de l'émergence de mouvements séparatistes dans le sud-est russophone de l'Ukraine. Et déjà, il laisse entendre que les traités sur les frontières ne sont pas gravés dans le marbre. Et alors, ces déclarations datent, m'avez-vous dit, de septembre 2013 ? Et tout est déjà dit. Ça signifie que l'Occident ne pourra pas se déclarer surpris de l'évolution très rapide des événements. C'est-à-dire dans l'ordre, le niet
du président Yanukovych, adressée à l'Europe, puis la révolution du Maïdan, l'annexion de la Crimée en mars 2014, et enfin l'intervention russe dans le Donbass. Et avant de voir tout cela plus précisément, il faut dire que les puissances occidentales mettront très longtemps avant de réagir. L'Allemagne, par exemple. Mais pour quelle raison ? Nos voisins d'outre-Rhin sont des partenaires commerciaux privilégiés de la Russie. Suffit de souligner que l'ex-chancelier Schröder occupe un poste de premier plan au sein du géant Gazprom. Et ça explique pourquoi Angela Merkel, qui est pourtant très bien informée sur les mœurs du Kremlin, tarde à adopter une position ferme. Certes, en mars 2014, elle confie à Barack Obama qu'elle ne comprend plus Poutine. Pour elle, il a perdu le sens des réalités. Il est dans un autre monde. Mais ça ne l'empêche pas d'essayer de l'amadouer. Ouais, mais en vain, hein. Et malgré ses nombreux efforts. Et il faut attendre le début du mois de janvier 2015 pour que les chefs d'État de l'Union européenne osent enfin exprimer ouvertement leur crainte d'une guerre totale en Europe. D'accord, mais auparavant, il y a quand même eu la prise de sanctions économiques contre la Russie. Exact, et j'y reviendrai. Mais François Hollande, qui n'est pas pourtant l'un des plus tièdes, peut encore aimablement déclarer « Monsieur Poutine ne veut pas annexer l'Est de l'Ukraine. J'en suis certain. Il me l'a dit. Ce qu'il veut, c'est rester influent. » Alors, si vous le permettez, revenons un tout petit peu en arrière. Aimablement, dites-vous. Hein. Oui, car c'est faire semblant d'ignorer les véritables desseins de Poutine. Et je vous le prouverai. C'est pourquoi ce retour en arrière me semble indispensable. Je vous écoute. Sur le Maïdan, je vous le disais, les manifestants de la fin 2013 protestent d'abord contre la décision de Yanukovych de fermer la porte aux négociations avec l'Europe. Mais la répression aidant, le ton change. Ce qu'ils dénoncent désormais, c'est un pouvoir politique corrompu et répressif, qui d'ailleurs ne fait rien pour calmer la situation, bien au contraire. En janvier 2014, il fait adopter une série de lois restreignant considérablement les libertés de réunion et de manifestation. Et ça entraîne une radicalisation supplémentaire de l'opposition. C'est donc maintenant le président qui est personnellement visé. Son instrumentalisation de la justice, son népotisme et plus généralement la corruption de son clan. Et c'est le moment où le Maïdan devient un véritable village de tentes. Où sont représentées les régions et les villes d'Ukraine, mais aussi des groupes sociaux. Dans cette atmosphère festive, si au début les manifestants sont des diplômés, des cadres, on voit maintenant arriver des citoyens ordinaires venant de toute l'Ukraine, y compris du Donbass. Ah oui, alors du Donbass, ça montre encore une fois le caractère réducteur de la dichotomie Est-Ouest. Hein. Autre caractéristique, malgré tout ce que l'on a pu dire à Moscou, c'est un mouvement qui semble spontané. Et Moscou qui a pourtant accusé les États-Unis de se trouver derrière. Hein. Ça ne me semble pas très vraisemblable. Songez que près de 20% des Ukrainiens vont participer activement au mouvement. Oui, un mouvement de masse par conséquent. Ce qui n'exclut pas l'action de quelques agitateurs. Mais je crois au contraire que c'est l'intransigeance du pouvoir qui accélère la mobilisation des opposants. Et rappelez-vous, il se produit un véritable tournant au mois de février. Oui, des affrontements au cours desquels le sang va couler. Hein. Entre 80 et 100 personnes tombent sous les balles des forces spéciales de la police. Mais on a aussi parlé de provocation. Je sais. Cependant, après un massacre d'une telle ampleur, ne pensez-vous pas qu'on aurait fini par apprendre la vérité ? Parce que ça impliquait un grand nombre de complicités. En tout cas, c'est l'escalade. Et le 21, Yanukovych finit par fuir. D'abord dans son fief, du Donbass. Ouais, puis en Russie. Oui, c'est assez symbolique. Et alors qu'un gouvernement provisoire se met en place à Kiev, le Kremlin démarre aussitôt une formidable campagne de désinformation sur le thème. À Kiev, il s'est produit un coup d'État anticonstitutionnel ourdi par des nationalistes, des néo-nazis, des russophobes et des antisémites. Ouais, rien que ça. Mais plus c'est gros et plus ça passe. Au moins auprès de l'opinion publique russe, car Poutine n'a pas lésiné sur les moyens. Non seulement les médias à sa botte reprennent inlassablement ce refrain, mais ils missionnent le comité d'enquête de la Fédération de Russie, un organisme créé en 2007 qui emploie 21 000 employés
et s'occupe ordinairement des grandes affaires de corruption, à charge pour son département ukrainien d'étayer les accusations contre les nouvelles autorités de Kiev. En même temps, il s'agit d'une ingérence manifeste dans les affaires d'un pays étranger. Certes, mais Poutine prétend qu'il est du devoir de la Russie de protéger des gens avec lesquels elle a des liens historiques, culturels et économiques étroits. Je vous rappelle aussi, mais vous ne pouvez pas l'avoir oublié, la découverte par les opposants de l'extravagante résidence de Yanukovych. Ouais, une maison où l'opulence le dispute au mauvais goût. Mais, et c'est le plus important, ces visiteurs mettent la main sur des milliers de documents très éclairants sur la corruption du régime. Puis c'est l'opération Crimée. Tout de suite, oui. La Crimée, qui, il faut le reconnaître, est aujourd'hui majoritairement peuplée de Russes ethniques, puisque la population tatare originale a été peu à peu marginalisée. Ouais, ça a commencé sous Staline. Oui. Donc, quelques jours seulement après le coup de Kiev, on voit arriver en Crimée de mystérieux petits hommes verts, cagoulés et sans insigne. Oui, des soldats russes camouflés. Bien sûr. Et une annexion pure et simple après une consultation électorale menée tambour battant va suivre. Ouais. Et tout ça alors donne l'impression qu'on assiste là à l'exécution d'un plan prémédité. Le plan Novorossia, oui. Et bientôt de très curieux touristes vont déferler dans le Donbass. J'ai trouvé le commentaire suivant dans une analyse de décembre 2014 du CERI, le Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. Je cite: en annexant la Crimée, Vladimir Poutine remet pour la première fois officiellement en cause les frontières russes de 1991. Il justifie sa décision par l'illégalité de la décision prise en 1954 de rattacher celle-ci à l'Ukraine et affirme la légitimité de l'aspiration du monde russe, de la Russie historique, à restaurer son unité, aspiration qu'il compare le 18 mars 2014 à celle des Allemands lors de la réunification de l'Allemagne. En intervenant dans le Donbass, en faisant circuler hommes et matériel à travers une frontière restée largement ouverte depuis 1991, le Kremlin confirme qu'il ne se sent plus lié par la nécessité de respecter les frontières de 1991 et donc l'intégrité territoriale de l'Ukraine. À partir du début mars 2014, les violations de la frontière est de l'Ukraine se multiplient. Ce sont d'abord des milliers de véhicules qui entrent dans le pays. Quoi, des véhicules civils ? Bon, en apparence, oui, mais ensuite ce sont des camions militaires. Et si leurs passagers sont en uniforme, ils sont dépourvus de tout insigne. En réalité, on sait bien que ce sont des militaires russes. Naturellement. Ce sont pour la plupart des soldats qui ont combattu dans le Caucase du Nord et qui ont été recrutés pour l'occasion. Mais parmi eux, il y a aussi des agents des services secrets et quelques militants nationalistes exaltés. Et extrémistes. Alors, poursuivons. Tandis que l'Occident se décide enfin à réagir en prenant quelques sanctions à l'égard de la Russie, celle-ci continue son offensive. Le Kremlin propose d'abord un plan de fédéralisation pour l'Ukraine. Mais la majorité des Ukrainiens, y compris ceux de l'Est, y est hostile, parce qu'elle refuse la division de leur pays. Moscou peut maintenant passer à la phase suivante. Au début avril 2014, on assiste à l'apparition d'une rébellion armée dans le Donbass. Et malgré l'opération dite antiterroriste ordonnée par Kiev, les villes du Donbass tombent rapidement entre les mains des insurgés. Et les combats sont très meurtriers. Toutefois, le mouvement séparatiste reste circonscrit aux oblasts de Donetsk et Lugansk. Les oblasts sont des régions administratives. Mais comment expliquer le succès de ces séparatistes ? Dans ces oblasts, il y a des facteurs à la fois internes et externes. Parce que ces populations ont toujours été traditionnellement tournées vers la Russie voisine. Et aussi parce qu'elles ont mal vécu le départ du pouvoir de Yanukovych, qui était leur champion régional. Yanukovych qui d'ailleurs ne ménage pas ses efforts, y compris financiers, pour entretenir le désordre. Et l'étape suivante ? En mai, les séparatistes organisent des référendums douteux afin de proclamer l'indépendance des deux oblasts devenus les républiques populaires de Donetsk et Lugansk. Aussitôt après, les nouvelles autorités demandent leur rattachement à la Russie avant de s'unir pour former la République de Nouvelle-Russie, Novorossia. Ouais, c'est donc cousu de fil blanc, c'est Moscou qui est à la manœuvre. Ça me paraît évident. La suite est aussi chaotique que meurtrière.
Après l'élection de l'oligarque pro-occidental Petro Poroshenko à la présidence de l'Ukraine, les forces légalistes, en dépit de leur manque d'organisation, gagnent du terrain. Mais les Russes, qui ont massé 40 000 hommes à la frontière, vont passer à l'action. Ouais, tout en démentant l'implication de leurs militaires. Bien entendu. S'il se trouve des soldats russes en Ukraine, c'est simplement parce qu'ils se sont égarés. Ah oui, ils ont passé la frontière sans s'en rendre compte. À peu près, oui, c'est ça. Et grâce à cet appui considérable en hommes et en matériel moderne, l'armée ukrainienne perd peu à peu l'avantage. Oui, parce que les Russes, malgré leur démentis, sont impliqués. Oui, car les séparatistes seuls n'auraient pas été en mesure de résister. Et rien n'arrête le soutien militaire que leur apporte Moscou. Pas même la destruction fin juillet d'un avion de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine et la mort de ses 289 occupants. Ouais. Un appareil vraisemblablement abattu par un missile tiré par les séparatistes. Et pas même non plus les sanctions économiques de plus en plus lourdes infligées par l'Union européenne. Et je n'évoque même pas les tentatives d'accord et les cessez-le-feu jamais respectés. Mais je vais vite. À la fin de janvier 2015, la Russie appuie une nouvelle offensive militaire. Il s'agit à la fois de renforcer la viabilité des territoires séparatistes, mais aussi de contrôler des sites cruciaux pour l'industrie ukrainienne. D'où l'offensive visant la ville portuaire de Mariupol. Ouais, où se trouvent les plus grandes aciéries d'Ukraine. Mariupol qui ne sera finalement pas prise. Car entre-temps, les Occidentaux, Merkel et Hollande, se lancent dans un véritable marathon diplomatique pour obtenir de Poutine un nouveau cessez-le-feu. Oui, avec un certain succès. En effet, cet accord prévoit en particulier le retrait des armes lourdes à au moins 50 km de la ligne de démarcation. Et le cessez-le-feu, grosso modo, à peu près respecté. Oui, malgré quelques sérieux accros, oui. Mais rien n'est réglé pour autant. On ne sait toujours pas quel sera le futur statut des régions tenues par les séparatistes. Mais, ceux-ci savent-ils vraiment ce qu'ils veulent? Rien n'est moins sûr. Il reste que d'autres, pas tout à fait désintéressés, ont eu une idée très claire quant au destin de ces régions déjà arrachées à l'Ukraine. Vous voulez parler des Russes, là? Et des promoteurs du plan Novorossiya. Alors c'est peut-être le moment de m'en dire un peu plus sur ce plan-là. Une observation auparavant. La propagande du Kremlin est d'une redoutable habileté. Ainsi, à Moscou, prenant prétexte de la détresse des populations du Donbass, soi-disant abandonnées par Kiev, on clame qu'il s'agit là de la preuve de la faillite de l'État ukrainien. Incapable de protéger ses concitoyens. Alors même que c'est l'intervention masquée des troupes russes qui a plongé ces populations dans le désarroi. Novorossiya, donc. Ce plan initié par Moscou a fuité en février dernier dans l'un des rares organes de presse encore indépendants en Russie, Novaya Gazeta. C'est le journal d'Anna Politkovskaya. Assassiné en 2006, oui. Alors, de quoi s'agit-il? Ce texte, en 7 points, a été rédigé avant l'enchaînement des événements tels que nous venons de les décrire. Et donc, avant même la fuite du président Yanukovych. L'un de ses auteurs est un certain Konstantin Malofeyev, qu'on appelle l'oligarque orthodoxe, un personnage qui est soupçonné d'être l'un des sponsors de séparatistes pro-russes, et qui, à ce titre, est visé par des sanctions internationales. Un nationaliste, donc. Et même un homme d'extrême droite, à la sauce russe. Un proche de Poutine aussi. Bien entendu, c'est pourquoi son rapport a atterri directement sur le bureau présidentiel, et qu'il a inspiré le maître du Kremlin. Alors, plus précisément. Premier point, il faut à tout prix protéger les intérêts énergétiques, économiques et géopolitiques de Moscou. Et ça passe par un contrôle du marché de l'énergie en Ukraine et aussi des gazoducs qui traversent le territoire ukrainien et alimentent les pays européens. Car une perte de leur contrôle mettrait en danger les positions de Gazprom en Europe centrale et du Sud et causerait d'énormes dégâts à l'économie russe. Autre point délicat. Moscou doit conserver sa mainmise sur le complexe militaro-industriel ukrainien, concentré dans les régions pro-russes. Oui, à l'est donc. Et c'est indispensable pour accélérer le réarmement de la Russie. Mais comment aboutir? Il faut d'abord noter que dans cette perspective, le sort des frères russophones ukrainiens importe peu. Mais on aura quand même besoin d'eux pour susciter une révolte. Autre point intéressant. Les auteurs du document font état du peu d'estime dans lequel ils tiennent Yanukovych. C'est un faible, un prévaricateur, prêt à tout pour garder sa place. Ouais, donc on donne peu cher de son avenir politique. C'est ça. Mais s'il est chassé, on pourra néanmoins prétendre qu'il est le seul dirigeant légitime de l'Ukraine.
Et il sera facile de clamer qu'il a été la victime d'un coup d'État fasciste. Ouais. Yanukovych utile malgré lui, en somme. Oui, je suis certain qu'à Moscou, personne n'a regretté la destitution de Yanukovych. Bien au contraire, c'est bien ce que vous voulez dire. Pourquoi pas? Alors, après avoir effectué ce constat, il faut préparer l'action, la riposte afin d'atteindre les véritables objectifs du plan Novorossia, c'est-à-dire l'intégration juridique et étatique des régions de l'Est ukrainien et la Crimée dans la Fédération de Russie, et par conséquent prévu d'organiser des actions massives de désobéissance dans les régions favorables à la Russie, avec des slogans réclamant la fédéralisation de l'Ukraine, ou encore le refus de devenir les otages de Maïdan. Et en même temps, il faut préparer le terrain pour l'organisation de référendums en Crimée et dans les autres régions sur la question de l'autodétermination. Et donc de la possibilité future de rejoindre la Fédération de Russie. Ensuite, après la chute programmée de Yanukovych, la propagande pro-russe a élaboré une stratégie de communication sur le thème « La junte fasciste de Kiev veut procéder au génocide des russophones d'Ukraine ». En tout cas, il faut bien reconnaître que ce plan machiavélique a été respecté au détail près. Sauf qu'il n'est pas question de l'ingérence armée des troupes russes tant en Crimée que dans le Donbass. Mais à mon avis, c'était implicite, car il fallait bien se donner les moyens d'aboutir. J'ajoute, si vous estimez que j'ai instruit un procès à charge contre Moscou, que les nouvelles autorités de Kiev sont d'une certaine façon tombées dans le piège que leur tendait le Kremlin. Mais par exemple ? En laissant prospérer dans le pays quelques organisations ouvertement fascistes. Ou bien encore, comme très récemment, en adoptant des lois mémorielles contestables. Fallait-il, pour en finir avec le passé soviétique de l'Ukraine, réhabiliter pour autant ces pseudo-combattants pour l'indépendance qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont en réalité collaboré avec les nazis et perpétré des massacres de Polonais et de Juifs? Et ça alimente la propagande russe. Forcément. Alors, un dernier mot, si vous avez encore des doutes sur l'existence du plan Novorossia. Souvenez-vous, c'était le 25 février dernier. L'un des principaux opposants de Vladimir Poutine, Boris Nemtsov, était assassiné sur un pont proche du Kremlin. Or, Nemtsov, il l'avait déclaré publiquement, allait justement dénoncer dans un livre très documenté les aventures guerrières du président russe en Ukraine. Il y affirmait même que l'armée russe était présente en Ukraine dès le mois d'août 1994. Alors il fallait donc le faire taire de toute urgence. En effet. Et pour effectuer ce genre de sale besogne, les hommes de main ne manquent pas en Russie. Quitte à aller les chercher chez l'un des meilleurs amis de Poutine, le satrape tchétchène, Kadyrov. Cette émission a été réalisée par François Audouin, mise en musique par Monsieur Joub et préparée par Rebecca Donant, qui a lu pour nous quoi ? Dans la tête de Vladimir Poutine, un petit essai original et savoureux du philosophe russophone Michel Elchaninov. Il raconte comment le chef inamovible du Kremlin appelle à la rescousse écrivain et philosophe russe des siècles passés pour nourrir et muscler sa politique nationale et internationale. Le rôle du guide dans la nation, l'ancrage de la morale dans la religion et le rejet d'un Occident dégénéré. L'auteur consacre aussi quelques pages passionnantes au projet poutinien Novorossia, mis en œuvre en Ukraine. Le livre est paru chez Actes Sud. Très bien, et moi je vous signale un autre livre qui vient de paraître récemment, signé par votre serviteur et Monsieur X, le grand livre des espions, coédité naturellement par France Inter. France Inter sur le site duquel vous pourrez nous retrouver à samedi prochain et tout de suite après les infos, Tony Chessou.